Aux nouveaux pays indépendants, De Gaulle propose d'intégrer la communauté que la France a créée avec ses anciennes colonies. Mais la contestation n'est pas admise. Plusieurs leaders africains refusant le projet gaullien ont payé cher cet affront. L'expérience acquise dans la lutte contre le FLN va servir aux SDEC en Afrique noire. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré refuse l'association proposée par le général. Il se rapproche du bloc soviétique. Le SDEC va dès lors s'employer à le déstabiliser et faciliter la prise du pouvoir par l'opposition. Les services français font circuler de la fausse monnaie guinéenne qui inonde bientôt le marché. L'économie locale s'effondre. La manœuvre est malvenue et dérisoire car le leader guinéen se rapprochera durablement de l'URSS. Au Cameroun, le leader du parti d'opposition UPC, Félix Moumié, lutte contre le régime d'Amadou Ahidjo mis en place par Foccart. William Bechtel, ancien du BCRA, réserviste doyen du service Action, est envoyé à Genève pour l'assassiner. Bechtel a joué le journaliste qui voulait interviewer Félix Moumié. Et au cours du repas, Bechtel a empoisonné d'abord le pastis, l'apéritif, avec du thallium. Félix Moumié a trouvé que le pastis avait mauvais goût et ne l'a pas bu. Alors Bechtel a remis du thallium sur le plat de résistance. Ce qui fait que, en partant, Félix Moumié a dit on ne va pas leur laisser l'apéritif qu'on n'a pas bu. Et il a bu l'apéritif, autrement dit, il a pris une double dose de thallium. Donc, il ne pouvait pas vivre très longtemps et il s'est rendu compte tout de suite qu'il était empoisonné. Sécession katangaise de 1960 que la France appuie avec ses mercenaires autour de Bob Denard. Foccart est présent avec ses mercenaires lors de la sécession de la province pétrolière du Biafra au Nigeria. Le soutien clandestin de la France a prolongé le conflit de plusieurs années et provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes dans une catastrophe humanitaire majeure. Derrière cette opération, en réalité, il y avait un intérêt pétrolier indiscutable des Français qui se disaient bah, tiens, si on met la main sur le pétrole, ça serait pas mal. En réalité, la guerre du Biafra, c'est une guerre entre les compagnies pétrolières, je dirais, anglophones, hein, et les Français. On peut habiller ça comme on veut, mais le fond de l'histoire, il est là. Au prix de milliers de vies. Pardon? Au prix de milliers de vies. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, je vous dis pas le contraire. À partir du moment, par exemple, où vous récupérez des minerais qui vont être traités ensuite en France, à partir du moment où vous extrayez du pétrole et que c'est du bon... Enfin, à partir du moment où vous avez des activités qui sont des activités qui vont apporter à l'économie française un développement, ben, évidemment, c'est une bonne justification quand même, hein. Alors vous me direz, oui, mais peut-être que la partie amont n'a pas été très morale. C'est vrai, mais les autres font pareil. Alors vous me direz, c'est pas une excuse. Hein, ça c'est vrai. Mais il faut... le monde n'est pas un monde angélique. Hein. C'est moins qu'on puisse dire. Sur le moment, on se pose pas de questions, puis après, en y repensant, on se dit quand même, est-ce que c'était bien ou mal? Et puis on se dit, bon, quand même, c'était pour la France. Comment? Les services secrets inventifs disent effectivement nous pouvons participer à la destruction du FLN et pour ça éventuellement nous pourrions inventer une organisation imaginaire qui s'appellerait la Main Rouge. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, on dit c'est la Main Rouge. Et la Main Rouge n'existait pas du tout. Ça couvrait le service. C'est une excellente idée. Konna, ce qu'il en reste aujourd'hui. La ville est un endroit clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé pendant l'opération Serval. Konna a été le théâtre d'une bataille décisive avec les combattants islamiques du groupe Ansar Dine. C'est ici qu'ils ont été encerclés par les troupes françaises. Tué pendant ces affrontements a été érigé sur l'unique route qui permet d'entrer et de sortir de la ville. Mais ce qui n'a pas été immortalisé est le fait que sur cette même route, un convoi de véhicules transportant des centaines de combattants islamiques et leur chef, Iyad Agali, a réussi à s'échapper sous le nez des Français.
Sur le terrain, de nombreux témoins du conflit se posent des questions. Comment des grandes puissances mondiales se mettent ensemble pour des gens qui ne sont que, en réalité, des groupuscules à travers le monde, et ils pensent qu'ils sont dans une guerre sans fin? Ça veut dire qu'en réalité, on ne veut pas poser les véritables problèmes. C'est comme si l'Occident vit des guerres. On ne peut plus supporter que ces étrangers viennent faire la loi en France. Des gens qui viennent chez nous, prendre les emplois, prendre les logements, prendre les prestations sociales, qui font un petit tour et qui après retournent chez eux une fois qu'ils ont pillé la France. Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlit, qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlit, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment, ou dont elle retarde l'exploitation, mais pour empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Qui aura l'Afrique dominera le monde. C'est une vérité. Parce que qui aura l'Afrique sera maître des matières premières dans le monde. Soit qu'il développe ces matières, valorise ces matières premières pour son économie, ou soit qu'elle empêche que sa matière première parvienne au camp adverse.